parler du livre et comme je vous l'ai dit, je suis totalement incompétent en matière de poésie. Ce n'est pas mon domaine. Donc je vais... À vrai dire, j'ai aimé le poème et j'ai aimé le livre, le recueil de poèmes. Et une des choses qui le montre, c'est que je l'ai acheté. Et on aurait pu dire que je l'ai acheté parce que c'est mon étudiant. Mais en fait, je l'ai, Taco me l'a remis, je l'ai regardé et puis je me suis dit, bon, c'est pas mal, je l'ai acheté. Après, j'ai lu un poème et je lui ai dit, et je parle sous le contrôle de Taco, donne-moi un autre. Ok. Parce que je voulais l'offrir à mon frère qui est aussi poète. Donc moi, je ne suis pas poète, je n'écris pas de la poésie. Mon frère en écrit. Donc j'estimais que quand je l'ai lu, j'ai vraiment beaucoup aimé le poème que j'ai lu, qui était d'ailleurs le dernier. Je l'ai lu et je l'ai beaucoup aimé. Du coup, c'est l'élan vital. Et je me suis dit que j'allais l'acheter parce que mon frère aussi allait l'aimer et je ne voulais pas lui offrir le mien. Donc je l'ai gardé et il est dans le coin de la bibliothèque, de ma bibliothèque, où il y a de la poésie. Il y en a très peu. Donc, et il est à côté de Senghor, entre autres. Donc c'est vraiment quelque chose un livre que j'ai aimé. Et j'ai parlé de Senghor, en fait, en lisant, j'ai commencé par lire le dernier poème et puis après j'ai lu le livre, en fait. Et en lisant le livre, une chose m'a frappé, c'est l'intertextualité qu'on voit et l'influence de Senghor. Et en fait, on a les remerciements. Normalement, les remerciements, c'est quelque chose qu'on n'aime même pas faire. En fait, c'est quelque chose qu'on fait par devoir. On remercie juste les gens et normalement on dit je remercie telle personne, je remercie telle personne, je remercie telle personne. Et en fait, en lisant les remerciements, j'ai été frappé par une chose. C'est les remerciements eux-mêmes, c'est de la prose, mais c'est de la prose poétique. Ça commence par « Mon Seigneur, place toujours de la bonté dans mon regard. Profonde gratitude à mon Père qui m'amena à l'école sur mon innocente insistance bien avant l'âge requis pour apprendre de l'homme et connaître de moi tout en assumant mes sentiments. Révérence à mes maîtres de l'école élémentaire à l'université, de l'école élémentaire à l'université en passant par le collège et par le lycée. Vertueuse inclination à Seyou, ma ville de cœur et d'esprit pour l'édification de mon être. Vous m'avez fait être ce que je suis devenu. En fait, en lisant les remerciements, ça m'a vraiment fait penser au poème qui clôt au style noir. Et en fait, ça c'est le début des remerciements. Et tous les remerciements sont du même genre, sont très poétiques en fait. Alors que quelqu'un comme moi aurait écrit je remercie telle personne qui a fait telle chose pour moi, telle personne qui a fait telle chose pour moi, telle autre personne qui a fait telle chose pour moi, ils sont très bien, etc. Juste Dieu les accueillir en leur part, blabla. Donc moi ça aurait été très plat. Lui c'était vraiment très poétique, ça a le même style que Senghor dans ce poème qui est une longue prière où Senghor prie pour les Africains, pour l'univers, mais également pour la France, dont il excuse les fautes, etc. Mais d'une manière très, très poétique aussi, je pourrais lire ça, mais ce n'est pas le propos. Mais en fait, on a vraiment parfois des résonances senghoriennes qui apparaissent dans le propos de Ibou Dramé Sylla. Et ça apparaît aussi, je ne sais pas toujours si vous vous souvenez de Senghor. Il y a ces poèmes que Senghor a écrits en prison. Et où il dit, là je cite de mémoire parce que je n'ai pas révisé, je n'ai pas regardé le poème, où il dit « Mère, on me dit que tu blanchis comme blanchit la brousse, etc. etc. » Et en fait, il y a quelque chose d'un peu... Il y a une inversion de ce fait-là dans le propos de Ibou Dramé Sylla, dans le poème de Ibou Dramé Sylla où il parle de sa mère qui est trop tôt arrachée à son affection. C'est dans le poème 26.
Et dans ce poème-là, il dit, dont il dit que tes cheveux n'y seront pas blancs. Vous voyez, cette idée de cheveux qui blanchissent, qui dans le cas de... On a la même nostalgie dans les deux poèmes en fait. La nostalgie de quelqu'un qui est en prison en France et qui pense à sa mère qui vieillit en son absence, et la nostalgie d'une personne d'un poète qui a perdu sa mère, et sa mère trop jeune, et qui se dit que ses cheveux ne blanchiront peut-être jamais. Donc, si je meurs à 60 ans, j'aurai le même âge que l'âge auquel ma mère est décédée. Et si je la retrouve, on aura le même âge. Vous voyez un peu l'idée, sauf que là, c'est 40 ans. Donc, dans quelques années, il aura le même âge qu'a eu sa mère quand elle est décédée, ce qui est quand même terrible. Donc, on a ces résonances-là qui viennent dans le poème, dans le propos de Ibou Ramessila, et c'est quelque chose dont je suis admiratif, que je vois parfois. Mais vous savez bien que je n'ai pas la culture politique d'un professeur de lettres, et si j'étais professeur de lettres, j'aurais pu, je pense, trouver encore plus de résonance politique, notamment avec Hugo, notamment avec Rimbaud, dont il assume totalement la filiation. Et d'ailleurs, sur ce point-là, il y a quelque chose qui m'a étonné dans ce poème-là. Ibou est un enfant de la Casamance. Et donc, c'est un enfant de la Casamance qui a grandi dans un milieu quand même traditionnel, si je ne m'abuse, et qui a un amour de ce terroir-là. On sent ça dans les poèmes. Dans les poèmes, il y a des poèmes qui sont vraiment consacrés à la ville, mais dans tous les poèmes, il y a le fait que la Casamance est l'endroit qui l'apaise. Et en fait, ce qui m'étonne dans ces poèmes, c'est que autant on voit cet amour-là, autant les références de Ibou sont exclusivement, totalement occidentales. Il n'y a pas une référence, me semble-t-il, à l'imaginaire local. Je m'attendrais à ce qu'un enfant du terroir ait un imaginaire, et également, même s'il n'a pas exclusivement, mais ait également un imaginaire du terroir. Je suppose qu'il y a des choses, des histoires qui se racontent à Sédhiou, qui sont typiquement du coin et qui n'existent pas ailleurs. Je m'attendrais à ce qu'il y ait des références à la culture moi-même ou à la culture Diola. Donc, et en fait, ces références-là sont totalement absentes. Et par contre, on a des références exclusives. On a la Saint-Valentin, on a Hugo et Léopoldine, on a Achille, on a Pelé, on a Gertrude, que je ne connais pas d'ailleurs, il faudrait que tu me dises qui c'est. On a Troie, Ajax, et la figure de la rose. Je suppose que dans la mythologie locale, il y a quelque chose qui doit jouer le même rôle que la rose dans la mythologie occidentale. Or ça, on ne voit pas ça du tout dans les poèmes qu'il m'a été donné de lire. Donc, et en fait, ce fait-là, le fait qu'il y ait des références exclusivement occidentales, ça se reflète en fait dans la langue. Ce n'est pas la langue de Ibou Ramessila n'est pas une langue postmoderne ou bien n'est pas une langue qui est déstructurée. C'est vraiment une langue qui est totalement classique. C'est une poésie qu'aurait pu écrire, je ne sais pas, un poète français du 19e siècle, par exemple. On a là une langue qui est classique de part en part.
Et en fait, du coup, il y a des choses qui arrivent qui vont être étonnantes et qui vont, je pense que c'est fait exprès. Par exemple, dans le poème qui est consacré à Sédhiou, tout le poème est écrit dans une langue qui est totalement classique. Et puis à la fin, le vers final, dans le vers final, vous avez Big up Sédhiou, terre glorieuse. Non, Big up à toi, terre glorieuse. C'est ça, je pense. Je me demande si je retrouve la page, mais c'est Big up à toi, terre glorieuse. Du coup, on a vraiment la fin du poème qui casse complètement avec toute la scansion du poème, toute la musicalité de la langue. J'aimerais vraiment avoir une explication sur ce choix-là. Il y a eu à 2 ou 3 reprises ce genre de choix qui ont été faits. J'aimerais revenir sur un poème. Il y a 2 poèmes en fait qui parlent de la charpente. De la charpente morale, dirons-nous, qui structure Ibou Traoré Sylla, me semble-t-il. L'un de ces poèmes est l'un des conseils de son père, où son père lui demande de s'éloigner des femmes. C'est ça, c'est moral de père. C'est moral de père. Ah oui, méfie-toi des femmes, car elles te retarderont. Et demain, tu ne seras pas à l'éternel, oublié de l'histoire. Bats-toi avec fermeté, tu vaincras avec honneur. Bats-toi avec fermeté, tu vaincras avec honneur. Si jamais on t'accuse à tort, apporte la preuve de ton innocence et l'humanité t'acquittera avec noblesse. Mon âme à moi sera fière de toi-même possible, de respect aux anciens, de la tolérance pour les faits, de la considération pour les inconnus. Je vous ai dit, monsieur, vous pouviez être fier de votre fils. Apparemment, il a retenu ce que vous lui avez dit. Donc, sauf une chose, méfie-toi des femmes, car elles te retarderont. En fait, c'est le cœur du poème. Quand on a ce poème-là, et en fait, le cœur, le reste, en fait, tout le recueil, est un recueil d'amour, et pas de n'importe quel amour. À un moment, en lisant les poèmes à moi, je lui ai dit, mais où est la filia? Parce qu'il parlait d'éros, mais jamais de la filia, c'est-à-dire, chez les Grecs, la filia, c'est l'amour fraternel entre les hommes. Et cette filia-là, elle est absente. Par contre, ce qui est de part en part présent, c'est vraiment l'amour des femmes. Donc, c'est un poème, c'est une succession de poèmes d'amour à destination de la gente féminine. Donc, il a vraiment bien retenu la plupart des conseils de son père, sauf ce conseil-là qui concerne le fait de se méfier des femmes. Et en fait, les femmes semblent jouer un rôle extrêmement important dans sa vie. On a bien sûr sa mère biologique, sa mère, donc, qui n'est pas que biologique, mais sa mère, qui est je suppose une femme aussi remarquable, parce que il y a 2 manières de savoir que quelqu'un est remarquable. D'abord parce que vous connaissez la personne et vous savez qu'elle est remarquable, ou deuxièmement, vous savez ce qu'elle suscite envers les autres. Vous connaissez des gens qui l'ont connue et vous vous rendez compte que si elle a pu inspirer autant d'amour et de nostalgie, c'est que c'est une personne remarquable. Et sur ce point-là, Ibou Traoré Sylla semble avoir beaucoup de chance, parce que sa mère, qui est décédée à 40 ans, semble avoir été une personne remarquable. Mais en fait, après sa mère, il a eu aussi une autre mère qui, semble-t-il, également est une personne, ou 2 autres mères qui, semble-t-il, également sont des personnes remarquables. Et ça, en fait,
c'est une chance. Le fait de pouvoir vivre en sachant qu'on a été aimé. Donc ça, et qu'il y a des gens qui vous ont donné un amour inconditionnel, ça c'est un moteur pour une vie, et il semble avoir vu ça. Donc c'est une chance et c'est une bénédiction. Après, il y a toute la deuxième partie qui parle des multiples dames de son cœur. Et en lisant ça, j'ai un peu pensé à Don Quichotte qui va dans le monde en cherchant l'amour. C'est vraiment l'impression que j'ai eue. Don Quichotte dit Cervantes avait lu trop de livres et s'est dit à un moment qu'il fallait qu'il sorte dans le monde et qu'il sauve une dame, parce qu'il était un chevalier maintenant. Et Ibou Dramé Sylla me donne un peu cette impression-là en lisant ses poèmes. Parce qu'il a vraiment, on a vraiment l'impression qu'il parcourt le monde à la limite pour tomber amoureux. Donc, c'est quelque chose. J'avoue que c'est une facette de Ibou Dramé Sylla que je n'avais pas vue, que je n'aurais pas vue si je n'avais pas lu ses poèmes. Et en fait, il y a quelque chose d'intéressant dans sa manière d'aborder l'amour. Si on prend le poème 33, je te dis la page tout de suite. C'est la page 55. Il dit, c'est parce que je dois être en fait, le titre du poème déjà, c'était Mes 10 raisons de t'aimer. Il dit la chose suivante, c'est parce que je dois être le héros de ton charme. C'est parce que je dois veiller sur ton innocence. C'est parce que tu dois sentir la douceur de mes tendres peaux. Si vous prenez le poème 55, L'élan retrouvé, qui est celui que j'avais préféré, mais qui n'est plus celui que je préfère maintenant. Il dit la chose suivante. Par un véritable jeu du destin, du hasard, allais-je dire par lapsus, ton regard a rencontré le mien pour la première fois. C'était dans une extrême pudeur chez moi et une suprême candeur chez toi. J'étais dans la lumière, tu aspirais à la clarté. En fait, quand je prends ces deux extraits-là, il y a une chose qui m'a frappé dans le rapport aux dames. Ça semble, on dirait qu'il y a une inversion du rapport aux dames. D'habitude, dans le rapport aux dames, dans la poésie, l'homme est vu comme conquérant et la femme comme étant une proie. Et en fait, dans les poèmes que j'ai lus, on a une inversion. C'est lui qui semble se retrouver captif de ces dames-là. Et quand il dit « J'étais dans la lumière, tu aspirais à la clarté », c'est la femme qui veut quelque chose. Ou quand il dit pourquoi je t'aime, mais c'est parce que je le vois. D'une certaine manière, on a l'impression qu'il subit presque ce qui aurait dû, ce qui est considéré dans nos sociétés un peu machistes comme une sorte de, comme une conquête. Ça m'a... Et il y a le poème du 19 aussi qui compte. Et ça m'a fait penser maintenant à un poème que j'avais beaucoup aimé, d'un poète anglais qui s'appelle William Butler Yeats. J'ai le recueil ici. Yeats a ce poème où il dit « Si j'avais les voiles brodées du ciel, ouvrées de lumière d'or et d'argent, les voiles bleues et pâles et sombres,
de la nuit, de la lumière, de la pénombre, j'étendrai ces voiles sous tes pas. Mais moi qui suis pauvre et n'ai que mes rêves, j'ai étendu mes rêves sous tes pas. Marche doucement car tu marches sur mes rêves. Et en fait, marche doucement car tu marches sur mes rêves. Yeats dit ça, et après, en note de bas de page en fait, de ce poème-là, j'avais beaucoup aimé ce poème-là, et en note de bas de page de ce poème, il est dit que Yeats, après avoir écrit ce poème, dit, Yeats disait que de ce poème, qu'il était la meilleure façon pour un homme de perdre une femme. On a ce magnifique poème, et puis après il dit oui, bon, ben, ça ne faut pas dire aux femmes, parce que après ils te marchent sur le cœur et ils partent. Et en lisant les poèmes de Ibou Dramé, j'avais un peu le même avertissement que Yeats en fait. Je me disais, mais arrête de dire aux femmes que tu vas les aimer quoi qu'il arrive et qu'ils peuvent marcher sur ton cœur, parce qu'elles vont marcher sur ton cœur. Donc ça elles vont le faire, ne t'en fais même pas. Mais j'ai terminé sur une chose. En fait, ce désir-là, cette poursuite, me semble-t-il, un peu d'autre chose intense des femmes, me semble s'expliquer par le poème 18, qui est nommé reconnaissance. Je pense que je n'ai jamais lu, pour le coup, un poème pareil. Le poème date de 2012, donc ce n'est pas vraiment un poème de jeunesse. Et dans ce poème-là, non, c'est pas reconnaissance du coup, c'est cri primal. Pardon, c'est ça le titre. Je vous le réexquise. Mon cri primal entonnant le chant de l'humanité, le doux sein de m'amplitude à venir de me libérer, mon trésor impuissant, je le voyais qui s'échappait de mes tempes. La vie s'offrait, en s'offrant à moi, m'avait ravi de mon bien. Je dis que je n'ai jamais vu ça, parce que c'est un poème qui semble raconter la naissance. Et il semble dire que le fait de naître, de venir au monde, est une sorte de perte. Du coup, de certaine manière, le ventre de la mère lui-même est pour lui une sorte de paradis perdu. Et d'une certaine manière, on peut dire que la recherche des autres femmes n'est qu'une recherche de ce paradis perdu-là. Donc, d'où la méthode d'ailleurs qui ne me semble pas très efficace, parce qu'il ne veut pas savoir les avoir. Je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop long, mais encore une fois, j'ai beaucoup aimé le recueil de poèmes.